We need to know. On the road? There will be enough of being Queen of Ithaca without my... Young Bob lost his head. If they know Odysseus is dead, The suitors will know. Where are we going? I'll find my dad. Space.
Le cheval de Troie est souvent regardé comme l'instant où l'intelligence humaine triomphe de la force. Une armée incapable de franchir des murailles invente une ruse, se cache dans le ventre d'une offrande gigantesque, puis transforme la nuit en victoire. Pourtant, dans The Odyssée, cette image glorieuse porte déjà une menace. Quand Ulysse réussit enfin à quitter Troie, il ne rentre pas chez lui en héros couronné. Il entre dans un monde où chaque qualité qu'il a sauvée pendant la guerre, sa ruse, son audace, son goût du risque, sa certitude d'être plus habile que les autres, peut désormais le condamner. C'est ce déplacement qui rend le choix de Christopher Nolan si fascinant. Après Oppenheimer, le cinéaste ne s'est pas tourné vers un autre personnage historique moderne, mais vers l'un des récits fondateurs de la littérature occidentale. Universal présente The Odyssey comme une épopée d'action mythologique tournée à travers plusieurs pays et conçue comme le premier long-métrage filmé entièrement avec des caméras IMAX. Matt Damon incarne Ulysse, Anne Hathaway joue Pénélope, Tom Holland interprète Télémaque, tandis que Charlize Theron apparaît dans le rôle de Calypso. Le film est annoncé pour le 17 juillet 2026. Il faut cependant poser une limite honnête avant de déplier cette aventure. Au moment où cette narration est écrite, le film n'a pas encore été montré au public dans sa version complète. Personne ne peut donc raconter avec certitude son montage final, toutes ces scènes, ni les libertés précises prises par Nolan. Ce que nous pouvons examiner en revanche est déjà immense. Les éléments officiellement révélés, les images des bandes annonces, la structure du poème attribué à Homère, les choix de personnages confirmés, et surtout la logique émotionnelle qui relie la guerre de Troie au retour impossible d'un homme vers son foyer. Car l'Odyssée ne raconte pas simplement un trajet maritime. Sur une carte, Troie et Ithaque paraissent appartenir au même monde. Dans la vie d'Ulysse, elles sont séparées par 10 années d'errance, par des compagnons perdus, par la colère des dieux, par des mensonges nécessaires et par une question de plus en plus douloureuse. Après 20 ans d'absence, peut-on encore revenir à la personne que l'on était avant de partir ? Ulysse a passé 10 ans devant Troie. Lorsqu'il prend enfin la mer, son fils Télémaque n'est plus le nourrisson qu'il a laissé derrière lui. C'est un jeune homme qui a grandi dans l'ombre d'un père célèbre, mais invisible. Il connaît les récits de bravoure, les exploits militaires, la réputation du roi rusé. Il ne connaît presque pas l'homme. Voilà pourquoi l'histoire possède 2 voyages qui se répondent. Ulysse tente de retrouver son royaume, tandis que Télémaque tente de comprendre s'il peut devenir lui-même sans avoir jamais reçu l'exemple direct de son père. À Ithaque, l'absence a cessé d'être un chagrin privé. Elle est devenue une crise politique. Des prétendants occupent la demeure royale, consomment les réserves, abattent les troupeaux et pressent Pénélope de choisir un nouvel époux. Leur présence repose sur une idée simple. Ulysse est probablement mort, son pouvoir n'est plus qu'un souvenir, et celui qui épousera sa femme pourra prétendre à sa place. Télémaque voit ses hommes traiter sa maison comme une propriété déjà conquise. Il est assez âgé pour comprendre l'humiliation, mais pas encore assez puissant pour les chasser. Pénélope, elle, résiste avec les armes dont elle dispose. Dans le poème, elle promet de prendre une décision lorsqu'elle aura achevé un tissu funéraire destiné à Laërte, le père d'Ulysse. Le jour, elle tisse sous les regards. La nuit, elle défait secrètement son travail. Ce geste n'a rien de passif. Chaque fil retiré lui achète du temps, protège la légitimité de son fils et maintient ouverte la possibilité du retour. Ulysse est célèbre pour ses stratagèmes de guerre. Pénélope pratique une ruse domestique tout aussi précise. Ils sont séparés par la mer, mais leur intelligence continue de fonctionner selon le même rythme. Le choix d'Anne Hathaway pour Pénélope et celui de Tom Holland pour Télémaque indiquent déjà l'importance probable de ce foyer menacé. Une adaptation qui ne montrerait que les monstres manquerait le cœur du poème. Le cyclope, les sirènes, Circé, Scylla ou Charybde frappent l'imagination. Mais le danger le plus profond attend à Ithaque. Ulysse peut survivre à toutes les créatures et découvrir malgré tout que sa place a été prise, que son fils ne le reconnaît pas et que sa femme a dû apprendre à vivre sans lui. C'est ici,
que la temporalité du récit devient essentielle. Le poème d'Homère ne commence pas au moment où les navires quittent Troie. Il nous place dans une absence déjà ancienne. Ulysse est retenu loin d'Ithaque, Télémaque subit les prétendants, et les dieux discutent du destin d'un homme qui semble avoir disparu de l'histoire. Les aventures les plus célèbres sont ensuite racontées comme des souvenirs. Autrement dit, l'Odyssée était déjà un récit fragmenté bien avant que le cinéma moderne ne s'intéresse au montage non linéaire. Le passé n'y revient pas pour décorer l'action. Il explique pourquoi le survivant que nous découvrons est si différent du roi qui avait pris la mer. Calypso occupe une place cruciale dans cette première image d'Ulysse. Dans le texte antique, elle le retient sur son île pendant des années. Elle peut lui offrir la sécurité, le désir et même une forme d'éternité. Tout ce qui terrorise les hommes, le vieillissement, la mort, la perte, semble pouvoir être suspendu. Pourtant, Ulysse regarde la mer et pense à Ithaque. Il préfère une vie mortelle auprès de Pénélope à une existence sans fin dans un lieu qui n'est pas le sien. Cette décision révèle le moteur intime de l'épopée. Ulysse ne cherche pas un royaume plus vaste. Il ne poursuit pas un trésor caché. Il veut retrouver une maison modeste comparée au palais divin, une île rocheuse comparée au paradis qu'il traverse, et une femme humaine comparée aux déesses qui le désirent. Plus le voyage devient spectaculaire, plus son objectif reste simple. Ce contraste donne du poids aux tempêtes. Elles ne l'éloignent pas d'une conquête abstraite. Elles l'éloignent d'un repas partagé, d'un lit construit de ses propres mains, d'un fils qu'il n'a pas vu grandir. La présence confirmée de Charlize Theron en Calypso promet donc davantage qu'une escale séduisante. Elle place Ulysse face à une tentation qui ressemble à une délivrance. Rester signifie renoncer au risque, mais aussi à son identité. Partir signifie accepter que la mer puisse encore tout lui prendre. Le héros choisit le danger parce que le confort proposé exige un prix invisible, oublier qu'il attend. Les dieux, dans cet univers, ne sont pas de simples décorations mythologiques. Ils prolongent les conflits humains à une échelle cosmique. Athéna protège Ulysse parce qu'elle reconnaît en lui l'intelligence, la prudence et l'art du détour. Poséidon, au contraire, devient son adversaire après l'affrontement avec Polyphème, le cyclope qui est son fils. Le voyage se transforme alors en lutte déséquilibrée entre un marin et la puissance de la mer elle-même. Ulysse peut prévoir une embuscade, tromper un ennemi, modifier un plan. Il ne peut pas convaincre l'océan de rester calme. Cette hostilité divine donne à chaque décision une conséquence plus large. Dans beaucoup d'aventures, une erreur produit un obstacle local. Ici, un geste d'orgueil peut prolonger une souffrance pendant des années. La victoire contre un monstre ne garantit pas la survie. Elle peut attirer une vengeance plus dangereuse encore. Ulysse apprend ainsi que la ruse lui permet de sortir d'une grotte, mais qu'elle ne le protège pas toujours de son propre besoin d'être reconnu. Avant cette leçon, il y a Troie. La nouvelle bande-annonce confirme que le film montre le cheval de bois et le chaos de la guerre à grande échelle. Ce choix compte, car la chute de Troie est à la fois le sommet de la réputation d'Ulysse et le point de départ de sa décomposition. Il a trouvé le plan qui permet aux Grecs de franchir ce qu'ils ne pouvaient briser. Mais gagner une guerre n'enseigne pas comment rentrer chez soi. La logique militaire exige la domination, la rapidité, parfois la cruauté. Le retour exige de la patience, de la retenue et la capacité d'accepter que l'on ne contrôle pas tout. Nolan semble attiré depuis longtemps par les hommes qui bâtissent des mécanismes plus grands qu'eux, puis découvrent qu'ils ne peuvent plus contenir les conséquences. Ulysse s'inscrit naturellement dans cette tension. Le cheval de Troie est une machine narrative parfaite. Une idée géniale qui ouvre une ville et, dans le même mouvement, ouvre une période de violence dont personne ne sort intact. La question n'est donc pas uniquement de savoir comment Nolan représentera les créatures. Elle est de savoir quel homme sortira du ventre de ce cheval, et quel homme atteindra finalement Ithaque. Lorsque les navires grecs quittent les rivages de Troie, les survivants pourraient croire que le plus difficile est derrière eux. Ils ont enduré une décennie de siège. Ils ont vu tomber des amis, des princes, des héros, dont les noms semblaient faits, pour durer toujours. La mer, en comparaison,
paraît presque offrir du repos. Ulysse commande encore des hommes nombreux. Il possède des navires, des armes, l'expérience du combat, et la réputation de celui qui a rendu la victoire possible. Mais cette flotte emporte avec elle les habitudes de la guerre. C'est là que commence le véritable problème. Les soldats ne redeviennent pas immédiatement des maris, des pères ou des cultivateurs parce qu'ils ont tourné le dos à Troie. Ils continuent à penser en vainqueurs, à prendre ce qu'ils peuvent, à répondre à l'inconnu par la force. Dans la tradition homérique, leur première étape chez les Cicons se transforme en pillage, puis en contre-attaque. Ulysse ordonne le départ, mais ses hommes tardent, profitent du butin et sous-estimant ceux qu'ils viennent de frapper. Les renforts arrivent. La victoire facile se change en pertes inutiles. Ce passage, s'il est conservé ou évoqué par le film, poserait immédiatement la règle morale du voyage. On ne quitte pas la guerre au moment où l'on monte sur un bateau. Elle voyage dans les réflexes, dans l'orgueil et dans l'illusion que le monde entier peut être traité comme un territoire conquis. Ulysse comprend le danger avant les autres. Mais comprendre ne suffit pas toujours à commander. Son autorité dépend d'hommes épuisés, avides de compensation après 10 années de privation, et persuadés que leur chef trouvera encore une solution si les choses tournent mal. Puis vient le pays des lotophages, où le danger change de forme. Il n'y a pas de murailles à escalader, pas d'armée rangée en face, pas de monstres à abattre. Le lotus efface le désir du retour. Ceux qui le goûtent ne veulent plus repartir. Ils oublient la maison, les obligations, les visages qui les attendaient. Après l'agitation de Troie, cet oubli ressemble presque à une paix. Pour Ulysse, c'est une autre forme de mort. Ses compagnons respirent encore, mais leur histoire s'arrête. Ils ne souffrent plus parce qu'ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont perdu. Il doit les ramener de force au navire et les attacher pour empêcher cette douceur de les engloutir. Le geste est brutal, mais l'alternative consiste à abandonner leur identité. Dès les premières étapes, le voyage lui présente donc deux pièges opposés. La violence que les soldats refusent de quitter, puis le repos qui leur demande d'oublier pourquoi ils veulent rentrer. Entre ces deux extrêmes se dessine la difficulté d'Ulysse. Il doit conserver assez de volonté pour avancer, sans laisser cette volonté devenir arrogance. Il doit se souvenir d'Ithaque, sans transformer ce souvenir en obsession aveugle. Il doit protéger ses hommes, alors même que leurs choix répétés rendent cette protection presque impossible. Et bientôt, sur une terre qui semble offrir des troupeaux, une grotte et des provisions, son intelligence va rencontrer une force qu'elle ne peut affronter directement. Ulysse entrera chez Polyphème avec plusieurs compagnons. Il y trouvera un géant, un fils de Poséidon, et une porte trop lourde pour être déplacée. La ruse qui a fait tomber Troie devra maintenant sauver quelques hommes enfermés dans l'obscurité. Mais cette fois, la réussite aura un prix, car le Cyclope pourra être trompé, aveuglé et vaincu, tandis que l'orgueil d'Ulysse, lui, restera pleinement éveillé. La grotte de Polyphème semble d'abord abandonnée. Ulysse et ses compagnons y découvrent des fromages, du lait, des agneaux, tout ce qu'il faudrait pour reprendre des forces avant de repartir. Les hommes proposent une solution simple: prendre quelques provisions, rejoindre les navires et disparaître avant le retour du propriétaire. Ulysse refuse. Ce refus est l'une des décisions les plus importantes de son voyage. Il ne reste pas parce qu'il manque de nourriture, mais parce qu'il veut voir qui habite cet endroit. Il espère peut-être recevoir les présents que les règles de l'hospitalité imposent normalement à un hôte. Il cherche aussi à mesurer cet inconnu, à satisfaire cette curiosité qui l'a souvent rendu plus fort que ses adversaires. À Troie, observer l'ennemi et comprendre ses habitudes lui a donné la victoire. Dans la grotte, le même instinct le pousse à attendre une menace qu'il aurait pu éviter. Lorsque Polyphème revient, il ferme l'entrée derrière lui avec un rocher qu'aucun homme ne pourrait déplacer. À cet instant, la grotte cesse d'être un abri. Elle devient une prison. Le Cyclope ne respecte ni les lois de l'hospitalité, ni la crainte des dieux, ni la parole des étrangers. Il interroge Ulysse sur l'emplacement de son navire, et Ulysse comprend immédiatement que la vérité donnerait aux géants le moyen de détruire toute possibilité de fuite. Il ment.
Il prétend que le bateau a été fracassé contre les rochers. Cette réponse sauve probablement les hommes restés sur le rivage. Mais elle ne protège pas ceux qui se trouvent dans la grotte. Polyphème saisit 2 compagnons et les tue avec une brutalité qui détruit toute illusion de négociation. Ulysse pense d'abord à tirer son épée pendant le sommeil du monstre. Il pourrait frapper à la poitrine ou à la gorge. Pourtant, tuer le cyclope condamnerait aussi les prisonniers, car personne ne pourrait pousser le rocher qui bloque la sortie. La force ne sert donc à rien. Ulysse doit trouver une solution qui neutralise son ennemi sans supprimer la seule puissance capable d'ouvrir la porte. C'est précisément dans ce type d'impasse qu'il devient le personnage que les siècles ont retenu. Il observe le gourdin de Polyphème, choisit une longue pièce de bois, la taille, la durcit au feu, puis prépare un plan où chaque détail dépend du précédent. Il offre au Cyclope un vin particulièrement puissant. Polyphème boit, en redemande, puis pose la question qui semble lui donner l'avantage. Quel est le nom de cet étranger ? Ulysse répond qu'il s'appelle Personne. Ce mensonge est presque enfantin dans sa simplicité. Mais son efficacité repose sur la manière dont les autres interpréteront bientôt la souffrance du Cyclope. Lorsque Polyphème s'effondre sous l'effet du vin, Ulysse et ses compagnons chauffent le pieu et l'enfoncent dans son œil unique. Le géant hurle. Les cyclopes voisins accourent à l'extérieur de la grotte et lui demandent qui l'attaque. « Personne », répond-il. Alors les autres repartent, convaincus qu'aucun ennemi humain ne se trouve là. Le mot qui devait identifier Ulysse efface sa présence. Pour survivre, il accepte momentanément de devenir personne, de renoncer au prestige attaché à son véritable nom. C'est une leçon que le voyage lui imposera encore. Parfois, l'identité protège. Parfois, elle attire la mort. Mais le plan n'est pas terminé. Polyphème, aveugle, déplace le rocher pour laisser sortir son troupeau. Il se place à l'entrée et touche le dos de chaque bête afin de vérifier que les prisonniers ne s'échappent pas en les chevauchant. Ulysse avait anticipé ce geste. Il attache ses hommes sous le ventre des béliers, puis se suspend lui-même sous le plus grand animal. Le cyclope caresse le dos de la bête, lui parle avec une tendresse inattendue, mais ne sent pas l'homme dissimulé sous sa laine. La scène produit une étrange inversion. Le monstre, qui a massacré les compagnons d'Ulysse, révèle de l'affection pour ses animaux, tandis que le héros doit ramper sous eux pour retrouver la liberté. Il n'existe plus de posture héroïque, plus de duel noble, plus de lumière. La survie exige le silence, l'humiliation et la patience. Une fois dehors, les hommes courent vers leur navire. Ils ont réussi. Ils possèdent encore assez d'avance pour quitter l'île avant que Polyphème puisse les atteindre. Le danger devrait prendre fin ici. Pourtant, Ulysse ne supporte pas que son adversaire ignore le nom de celui qui l'a vaincu. Depuis le pont de son navire, il provoque le Cyclope. Ses compagnons tentent de l'arrêter. Ils savent que le géant peut encore lancer des rochers vers la mer. Ulysse insiste. Il révèle finalement son identité, son royaume et sa lignée. Il veut que Polyphème sache qu'il n'a pas été battu par le hasard ni par un homme sans nom, mais par Ulysse, roi d'Ithaque. Ce besoin de reconnaissance transforme une victoire parfaite en catastrophe durable. Polyphème comprend alors qu'une ancienne prédiction concernait précisément un homme nommé Ulysse. Il appelle son père, Poséidon, et lui demande de punir celui qui l'a aveuglé. Si Ulysse doit rentrer chez lui, que ce soit tard, seul, après avoir perdu tous ses compagnons, et qu'il y trouve encore le malheur, le dieu de la mer entend cette prière. Le récit ne condamne pas l'intelligence d'Ulysse. Sans elle, tout le groupe serait mort dans la grotte. Il condamne le moment où l'intelligence devient vanité. Le héros savait se cacher derrière le nom de personne. Mais il n'a pas supporté de demeurer anonyme après son succès. Il voulait posséder pleinement sa victoire. Il lui donne donc son vrai nom, et avec ce nom, il offre à Poséidon la cible exacte de sa colère. Cette contradiction rend Ulysse profondément humain. Il peut penser plusieurs étapes à l'avance, prévoir les gestes d'un adversaire, utiliser les règles du langage comme une arme. Mais il reste vulnérable au plaisir d'être admiré. Il ne lui suffit pas de survivre. Il veut que l'histoire sache qu'il a gagné. Dans une adaptation réalisée par Christopher Nolan,
Cette tension entre l'anonymat nécessaire et la réputation dangereuse possède une force particulière. Plusieurs de ces protagonistes construisent leur identité autour d'une mission ou d'une idée, puis découvrent que cette construction menace ce qu'ils cherchaient à protéger. Pour Ulysse, le nom est à la fois un héritage, un pouvoir politique et une faiblesse. À Ithaque, il aura besoin qu'on le reconnaisse. Sur la mer, être reconnu par ses ennemis peut le détruire. Après le Cyclope, les navires atteignent l'île d'Éole, maître des vents. Éole accueille Ulysse, écoute son récit et lui remet un présent capable de rendre le retour possible. Une outre dans laquelle sont enfermés tous les vents contraires. Seul le souffle favorable reste libre afin de pousser la flotte vers Ithaque. Pendant plusieurs jours, le plan fonctionne. Ulysse tient lui-même la barre. Il refuse presque de dormir, car le succès dépend désormais d'une direction constante et du secret contenu dans l'outre. Enfin, les côtes d'Ithaque apparaissent. Elles sont si proches que les hommes peuvent distinguer les feux sur le rivage. Puis, Ulysse s'endort. Ses compagnons regardent le sac fermé et commencent à soupçonner leur chef. Ils imaginent qu'Éole lui a offert de l'or ou des trésors qu'il refuse de partager. Cette méfiance ne naît pas seulement de leur cupidité. Elle révèle un problème installé depuis longtemps entre Ulysse et son équipage. Il comprend souvent les dangers avant eux, mais garde ses plans secrets. Il exige leur obéissance sans toujours leur donner toutes les informations. Cette méthode lui permet de tromper des ennemis, mais elle fragilise la confiance de ceux qui voyagent avec lui. Les hommes ouvrent l'outre. Tous les vents se libèrent en même temps. La tempête arrache les navires aux côtes d'Ithaque et les repousse vers l'île d'Éole. La maison était visible. Le retour était presque accompli. Une seule nuit suffit pour que des années d'efforts soient annulées. Le réveil d'Ulysse doit alors porter une douleur différente de la peur. Devant Polyphème, il cherchait une issue. Ici, il voit l'issue disparaître après l'avoir atteinte. Il pense un instant à se jeter dans la mer. Ce n'est plus un guerrier confronté à un adversaire, mais un homme qui ne sait pas combien de fois il pourra encore recommencer. Lorsqu'il revient devant Éole et demande une nouvelle aide, le maître des vents refuse. Il interprète cette catastrophe comme la preuve qu'Ulysse est détesté des dieux. Dans un monde gouverné par les signes, secourir un homme poursuivi par une puissance divine signifie risquer d'attirer cette puissance sur soi. Ulysse repart donc sans le cadeau qui aurait pu le sauver. L'épisode révèle une mécanique cruelle. Le héros n'est pas le seul responsable de son malheur, mais il a contribué à créer les conditions de l'erreur. Ces hommes ont ouvert le sac. Pourtant, leur suspicion a grandi dans un système où le chef porte seul les secrets. L'intelligence d'Ulysse reste efficace lorsqu'il manipule un ennemi. Face à ses propres compagnons, elle peut produire de la distance. Cette distance devient plus dangereuse à mesure que la flotte diminue. Les navires arrivent ensuite au pays des Lestrigonces. Le port paraît protégé par de hautes falaises et une entrée étroite. Presque tous les capitaines conduisent leur bateau à l'intérieur. Ulysse, par prudence ou par intuition, garde le sien à l'extérieur, attaché près de l'ouverture. Ce détail décide de la survie de tout ce qui reste. Les habitants ne sont pas des hôtes bienveillants. Ce sont des géants qui attaquent les éclaireurs, se rassemblent sur les hauteurs et lancent d'énormes rochers sur les navires emprisonnés dans le port. Les bateaux n'ont pas la place de manœuvrer. Les mâts se brisent, les coques éclatent, et les hommes tombent dans l'eau sous une pluie de pierres. Ulysse coupe la corde de son propre navire et ordonne de ramer. Sa prudence lui permet de s'échapper, mais il ne peut sauver les autres. En quelques instants, la flotte avec laquelle il avait quitté Troie disparaît presque entièrement. Un seul navire demeure. Ce passage change l'échelle du récit. Jusqu'ici, chaque perte pouvait encore être absorbée par un groupe nombreux. Désormais, tous les survivants partagent le même bateau. Il n'existe plus de distance entre le commandement d'Ulysse et les conséquences de ses décisions. Chaque homme perdu rapproche le héros de la malédiction prononcée par Polyphème. Le voyage acquiert aussi une sensation de rétrécissement. Ulysse était parti entouré de soldats et de capitaines. À mesure qu'il se rapproche de son objectif, son monde se vide. Les navires disparaissent
les ressources diminuent, les visages familiers deviennent des souvenirs. La route vers la maison ne le ramène pas vers l'abondance. Elle le dépouille progressivement de tout ce qui faisait de lui un chef de guerre. Le dernier navire atteint alors l'île d'Aiaïé, demeure de Circé. Les hommes sont épuisés, affamés et terrifiés par chaque nouvelle terre. Ulysse divise le groupe en deux. Euryloque dirige une partie des compagnons vers l'intérieur de l'île. Il découvre une demeure entourée d'animaux sauvages étrangement dociles. Des lions et des loups se comportent comme des bêtes apprivoisées. Ils ne comprennent pas encore que ces créatures ont peut-être été des hommes. À l'intérieur, Circé chante en travaillant à son métier à tisser. Elle accueille les voyageurs, leur offre un repas, mélange une substance à leur boisson, puis les touche avec sa baguette. Les hommes sont transformés en porcs. Leur apparence et leur voix changent, mais leur esprit humain demeure prisonnier de ces nouveaux corps. Euryloque, resté à l'extérieur par méfiance, échappe au piège. Il revient vers Ulysse et lui annonce ce qui s'est passé. Sa réaction est immédiate. Il prend son épée et part seul. Ce geste pourrait sembler inconsidéré. Après toutes les pertes, Ulysse risque le dernier groupe de survivants en affrontant une puissance qu'il ne comprend pas. Mais abandonner ses compagnons signifierait devenir un chef uniquement préoccupé par son propre retour. Il a déjà échoué à sauver les autres navires. Il refuse de laisser ceux-ci enfermés sous une forme animale. Sur le chemin, le dieu Hermès apparaît et lui remet une plante protectrice, le molly. Il lui explique comment résister au breuvage de Circé et comment l'obliger à libérer les hommes. La victoire ne dépend donc pas uniquement de la ruse humaine. Ulysse survit aussi parce qu'une puissance divine lui révèle les règles du danger. Il entre dans la demeure. Circé lui offre la même boisson. Ulysse la boit, mais la transformation n'a aucun effet. Lorsqu'elle utilise sa baguette, il tire son épée. Pour la première fois, la magicienne fait face à un homme que son pouvoir ne peut réduire. Elle comprend alors qui se tient devant elle. Selon la prophétie qu'elle connaissait, Ulysse devait un jour arriver sur son île. L'ennemi devient une alliée. Elle rend leur forme humaine aux compagnons et accueille les voyageurs. Après la faim, le massacre et la tempête, l'île offre enfin des lits, de la nourriture et une sécurité apparente. Les hommes restent un an. Ce chiffre est vertigineux car Ithaque demeure l'objectif proclamé. Pourtant, quand le danger cesse, Ulysse ralentit. Ses compagnons doivent finalement lui rappeler le retour. Le héros capable de résister au lotus découvre une autre manière de s'oublier. Non plus par l'effacement de la mémoire, mais par le confort. Circé n'est donc pas seulement un obstacle. Elle représente un temps suspendu où l'urgence semble se dissoudre. Avec elle, Ulysse peut cesser d'être le commandant d'une flotte perdue, l'époux absent, ou le père d'un enfant devenu adulte. Il peut vivre dans un présent fermé sur lui-même. Mais ce repos ne peut durer. Lorsqu'il demande enfin la route d'Ithaque, Circé lui donne une réponse que personne ne voudrait entendre. Avant de rentrer chez les vivants, Ulysse devra descendre vers le royaume des morts. Il devra chercher l'ombre du devin Tirésias et apprendre de lui ce que les dieux exigent encore. La mer ne suffit plus. Pour retrouver sa maison, Ulysse devra franchir une frontière qu'aucun navigateur ne peut mesurer. Un lieu où l'intelligence, le courage et la force ne garantissent rien. Et parmi les ombres qui s'approcheront de lui, certaines porteront des nouvelles qu'il n'était pas prêt à recevoir. Le chemin indiqué par Circé conduit Ulysse jusqu'aux limites du monde connu, là où le soleil paraît perdre son pouvoir et où les eaux rencontrent un pays enveloppé de brume. Il ne s'agit pas d'une bataille qu'il pourrait préparer avec des armes. Les morts n'ont plus de corps à blesser, plus de portes à forcer, plus de nourriture à convoiter. Pour les attirer, Ulysse doit accomplir un rituel précis, creuser une fosse, verser des offrandes et laisser couler le sang d'animaux sacrifiés. Alors les ombres commencent à se rassembler. Elles arrivent attirées par la vie contenue dans le sang. Elles se pressent autour de la fosse, fragile et affamée, comme si la mort avait conservé leurs souvenirs tout en leur retirant la substance nécessaire pour les exprimer. Ulysse tient son épée devant elle. Il ne peut laisser aucune âme boire avant l'arrivée de Tirésias, car le devin est le seul à connaître la route qui permettra peut-être de rentrer à Ithaque. Parmi les premiers visages qu'il reconnaît
se trouve celui d'Elpénor. Ce compagnon n'est pas mort dans une bataille héroïque. Il n'a pas été écrasé par un géant, dévoré par un monstre ou emporté par une tempête. Sur l'île de Circé, après une nuit d'ivresse, il s'est endormi sur le toit de la demeure. Réveillé brutalement, il a oublié l'échelle, est tombé et s'est brisé le cou. Les autres sont partis sans découvrir son corps. Cette mort presque absurde tranche avec la grandeur de l'épopée. Elle rappelle que les hommes ne disparaissent pas toujours dans des circonstances dignes des chants. Certains meurent dans la confusion, loin des regards, et risquent d'être oubliés parce que l'aventure continue sans eux. Elpénor demande à Ulysse de retourner sur l'île, de brûler son corps, d'élever un tombeau et d'y planter la rame qu'il utilisait lorsqu'il était vivant. Il ne réclame ni vengeance ni gloire. Il veut simplement recevoir les rites qui permettront à son âme de trouver une place parmi les morts. Ulysse accepte. Cette promesse peut sembler secondaire face aux dangers à venir, mais elle mesure l'évolution du héros. Au début du voyage, il cherchait à faire connaître son nom au Cyclope. Dans le royaume des morts, il doit préserver le nom d'un homme que personne ne chantera peut-être jamais. L'honneur ne consiste plus seulement à être reconnu pour ses exploits. Il consiste à ne pas abandonner ceux qui ont voyagé sous son commandement. Puis Ulysse aperçoit une autre ombre, sa mère, Anticlée. Lorsqu'il a quitté Ithaque pour rejoindre la guerre, elle était vivante. Il ne savait pas qu'elle était morte pendant son absence. Pourtant, il doit l'empêcher de boire avant Tirésias. Il la voit près de lui, il reconnaît son visage, il comprend qu'un nouveau deuil vient de s'ajouter à tous les autres, mais il reste fidèle aux instructions reçues. La discipline nécessaire pour poursuivre son voyage l'oblige à refuser momentanément la personne qu'il désire le plus interroger. Enfin, Tirésias apparaît. Contrairement aux autres ombres, le devin conserve une lucidité particulière. Il boit le sang, reconnaît Ulysse et lui révèle que Poséidon poursuit toujours celui qui a aveuglé son fils. Le retour reste possible, mais il dépendra d'une interdiction simple. Lorsque les hommes atteindront l'île du dieu Hélios, ils ne devront toucher ni à ses bœufs, ni à ses moutons sacrés. Ce conseil ne demande aucun exploit. Ulysse n'aura pas à vaincre une armée ou à résoudre une énigme. Il devra seulement se retenir, convaincre ses compagnons de faire de même et respecter une limite. Pourtant, Tirésias annonce ce qui arrivera si cette limite est franchie. Le navire sera détruit, les compagnons mourront. Ulysse rejoindra Ithaque seul, tardivement, à bord d'un bâtiment étranger. Même là, le voyage ne sera pas terminé, car des hommes auront envahi sa maison et dévoreront ses biens en prétendant épouser Pénélope. La prophétie donne à Ulysse une connaissance terrible. Il sait désormais que le foyer dont il rêve n'est pas resté intact. La maison existe encore, mais elle est occupée. Son retour ne prendra pas la forme d'une arrivée paisible au port, suivie d'une reconnaissance joyeuse. Il devra se cacher, observer, juger ceux qui lui sont restés fidèles et reprendre sa place par la force. Tirésias va même au-delà de cette confrontation. Après avoir rétabli l'ordre à Ithaque, Ulysse devra repartir avec une rame sur l'épaule. Il marchera vers l'intérieur des terres jusqu'à rencontrer un peuple qui ne connaît pas la mer et prendra cette rame pour un outil agricole. Là seulement, il pourra offrir un sacrifice à Poséidon et apaiser la puissance qu'il a provoquée. L'image est magnifique parce qu'elle inverse tout le voyage. Ulysse, marin poursuivi par l'océan, devra transporter un fragment de la mer jusque dans un endroit où personne ne la reconnaît. Pour obtenir la paix, il ne suffira pas de rentrer. Il faudra porter l'histoire de son errance au-delà de son propre royaume. Après le départ de Tirésias, Anticlée peut enfin approcher. Elle boit et retrouve la capacité de parler. Ulysse lui demande comment elle est morte, ce qu'est devenu son père, ce que fait Télémaque, et surtout si Pénélope lui est restée fidèle. Les réponses rapprochent Ithaque tout en la rendant plus douloureuse. Pénélope demeure dans la maison, entourée de chagrin. Télémaque conserve les terres et tente de maintenir la position de sa famille. Laërte s'est retiré à la campagne, vivant simplement, consumé par l'absence de son fils. Anticlée révèle ensuite que sa propre mort n'a pas été causée par une maladie violente ni par une arme. Elle est morte de tristesse
épuisé par le désir de revoir Ulysse. Le héros tente de la prendre dans ses bras. 3 fois, il avance vers elle. 3 fois, ses mains traversent son corps comme si elles tentaient de retenir une fumée. Il possède assez de force pour combattre des soldats, assez d'intelligence pour tromper le Cyclope, mais aucun pouvoir ne peut lui rendre le contact avec sa mère. La scène résume la cruauté du retour tardif. Certains liens ne pourront pas être réparés, même s'il atteint enfin Ithaque. Ulysse rencontre ensuite les âmes de plusieurs figures liées à la guerre de Troie. Agamemnon lui raconte sa propre fin. Le chef victorieux est rentré chez lui, mais il a été assassiné par ceux qui l'attendaient. Son récit transforme le foyer en menace. Revenir ne signifie pas être en sécurité. L'homme peut survivre à 10 années de bataille et mourir au moment même où il croit retrouver sa vie. Cette histoire rend la prudence d'Ulysse encore plus nécessaire. Lorsqu'il atteindra Ithaque, il ne pourra pas se présenter immédiatement comme roi. Il devra dissimuler son identité, vérifier la fidélité de chacun et découvrir ce qui s'est produit pendant son absence. Il voit aussi Achille, le plus grand guerrier grec, celui dont la gloire devait traverser les générations. Ulysse cherche à le réconforter en lui rappelant l'honneur immense dont il jouit parmi les vivants et la place qu'il occupe parmi les morts. Mais Achille rejette cette consolation. Il préférerait être le serviteur d'un homme pauvre sur terre plutôt que le souverain de toutes les ombres. Cette réponse renverse l'idéal héroïque qui dominait la guerre de Troie. Achille avait choisi une vie courte accompagnée d'une gloire éternelle. Dans la mort, il mesure le prix réel de cet échange. La renommée ne remplace pas la lumière du jour, le mouvement du corps, la possibilité de toucher ceux que l'on aime. Pour Ulysse, la leçon est directe. Il ne doit pas rechercher une mort spectaculaire capable d'assurer sa légende. Il doit survivre. La maison, l'épouse et le fils importent davantage que les champs consacrés à ses exploits. Chaque fois que son orgueil lui demandera de prouver sa valeur, le souvenir d'Achille devrait lui rappeler que la victoire la plus précieuse consiste parfois à rester vivant. Mais le royaume des morts ne donne pas seulement des réponses. Il menace d'engloutir celui qui écoute trop longtemps. Les ombres deviennent plus nombreuses, leur présence plus pressante, et Ulysse craint qu'une puissance plus terrible ne surgisse des profondeurs. Il retourne donc à son navire et quitte ce lieu où le passé peut parler sans jamais reprendre vie. Avant de poursuivre son chemin, il revient chez Circé. Il tient la promesse faite à Elpénor. Le corps est brûlé, un tombeau est élevé, et la rame du compagnon est plantée au sommet. Ce geste ferme une dette, mais Circé en ouvre immédiatement une autre en décrivant les épreuves qui attendent le navire. La première vient des sirènes. Elles ne poursuivent pas les marins avec des griffes ou des armes. Elles chantent. Leur voix promet une connaissance totale, une compréhension capable de satisfaire le désir le plus profond de celui qui écoute. Elles savent ce qui s'est produit à Troie. Elles connaissent les souffrances, les décisions et les secrets. Pour Ulysse, dont la survie dépend depuis toujours de son besoin de comprendre, l'appel est presque parfaitement conçu. Circé lui explique comment passer sans perdre le navire. Les oreilles des compagnons devront être bouchées avec de la cire. Ulysse, s'il veut entendre le chant, devra être attaché au mât. Il donnera l'ordre de ne pas être libéré, quelles que soient ses supplications. Cette préparation révèle une forme nouvelle d'intelligence. Ulysse ne prétend pas qu'il résistera par sa seule volonté. Il connaît sa curiosité et prépare sa propre faiblesse à l'avance. Il construit une situation dans laquelle ses décisions futures ne pourront pas annuler la décision raisonnable qu'il prend maintenant. Lorsque l'île des sirènes approche, le vent tombe. La mer devient calme, presque immobile, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les hommes ramènent les voiles, prennent les rames et avancent à la force des bras. Ulysse découpe de la cire, la réchauffe et bouche les oreilles de chaque compagnon. Ensuite, il l'attache solidement au mât. Le chant s'élève. Les sirènes ne lui promettent pas simplement du plaisir. Elles s'adressent à son identité. Elles connaissent son nom, évoquent la gloire des Grecs et affirment que celui qui les écoute repartira plus savant. Elles ne lui demandent pas d'oublier Ulysse, comme le lotus.
Elle lui propose au contraire de devenir plus pleinement celui qu'il croit être. L'homme qui sait, l'homme qui comprend, l'homme capable de pénétrer les secrets que les autres ignorent. Ulysse ordonne qu'on le libère. Ses compagnons ne l'entendent pas. Ils voient seulement son visage se transformer, son corps lutter contre les cordes et sa bouche former des paroles qu'ils ne peuvent comprendre. Il leur fait signe, les menace peut-être, les supplie. Euryloque et Périmède resserrent les liens. Le navire continue. La scène repose sur une confiance inversée. Auparavant, les compagnons ont désobéi à Ulysse et ouvert l'outre des vents. Cette fois, ils le sauvent précisément en refusant de lui obéir. Le bon ordre n'est plus celui qui vient de sa bouche dans l'instant, mais celui qu'il a donné avant d'être dominé par le chant. Quand l'île disparaît derrière eux, les hommes retirent la cire et détachent leur chef. Ulysse a obtenu ce qu'il voulait. Il a entendu ce qu'aucun autre membre de l'équipage ne pouvait entendre et il a survécu. Mais cette victoire ne leur accorde aucun repos. Circé avait annoncé 2 chemins. L'un passe près des roches errantes, capables d'écraser les navires. L'autre traverse un détroit dominé par 2 dangers. Charybde, un gouffre marin qui aspire puis rejette les eaux, et Scylla, une créature cachée dans la falaise, dotée de plusieurs têtes capables de saisir les hommes directement sur le pont. Ulysse demande naturellement comment combattre Scylla. Circé lui répond qu'il pense encore comme un guerrier. Il n'existe aucun duel à gagner. S'arrêter pour affronter le monstre ne ferait qu'augmenter les pertes. Il faut passer rapidement et accepter que certains hommes seront pris. Cette instruction est peut-être la plus insupportable de toutes. Ulysse a jusqu'ici cherché des plans capables de sauver le groupe. Devant Polyphème, il a refusé de tuer le géant parce que cela aurait condamné tout le monde. Chez Circé, il a risqué sa vie pour délivrer les compagnons transformés. Face à Scylla, aucune solution parfaite n'existe. Le chef devra choisir la route où plusieurs hommes mourront afin que les autres continuent. Pire encore, il décide de ne pas révéler toute la vérité à son équipage. Il craint que les rameurs, paralysés par la peur, abandonnent leur poste ou cherchent à se cacher sous le pont. Il leur parle de Charybde, leur ordonne de ramer avec toute leur force, mais garde pour lui le nombre exact de victimes annoncées. La décision peut être défendue comme une nécessité. Elle confirme néanmoins la fracture qui existe entre Ulysse et ses hommes. Il les conduit vers un sacrifice qu'il connaît déjà. Eux avancent sans savoir que, dans quelques instants, 6 compagnons seront arrachés au navire. Lorsque le détroit se referme autour d'eux, tous les regards se tournent vers Charybde. L'eau tourbillonne, plonge dans un abîme et fait trembler le bateau. Les rameurs luttent pour ne pas être aspirés. Ulysse lui-même fixe ce gouffre visible, cherchant le moment où il pourrait engloutir tout le navire. C'est exactement ce qu'attend Scylla. Depuis la falaise, les coups du monstre se déploient. 6 têtes frappent en même temps. Chacune saisit un homme vivant et l'élève au-dessus du pont. Les victimes appellent Ulysse par son nom, tandis que leurs bras se tendent vers lui. Il les voit. Il ne peut ni arrêter le bateau, ni escalader la roche, ni lancer une attaque capable de les sauver. Pour que les autres survivent, il doit continuer à avancer pendant que 6 de ses compagnons sont emportés sous ses yeux. Et, parmi toutes les épreuves de son errance, il considérera cette vision comme l'une des plus douloureuses, parce qu'elle transforme le commandement en impuissance, et la survie en choix coupable. Le navire sort du détroit. Mais la survie n'a plus le goût d'une victoire. 6 hommes ont disparu, et ceux qui restent comprennent seulement qu'ils ont échappé à un danger dont leur chef connaissait davantage qu'eux. Ulysse ne peut pas leur rendre les compagnons emportés. Il ne peut même pas leur offrir la consolation d'une bataille perdue avec honneur. Car Scylla n'a pas été combattue. Elle a pris sa part exactement comme Circé l'avait annoncé. Devant eux se trouve maintenant l'île de Thrinacie, où paissent les troupeaux sacrés d'Hélio, le dieu du soleil. Ulysse connaît la prophétie de Tirésias. Circé l'a répétée. Il sait que ces animaux ne doivent être ni blessés, ni capturés, ni consommés. Toute la logique du retour tient désormais dans cette interdiction. S'il passe sans toucher au troupeau, Ithaque reste accessible. S'il transgresse la limite, le navire et l'équipage seront perdus.
Ulysse voudrait donc continuer sans s'arrêter. Euryloque s'y oppose. Ses arguments sont difficiles à rejeter. Les hommes viennent de ramer entre Charybde et Scylla. Ils ont vu leurs compagnons arrachés au pont. La fatigue affaiblit leurs bras, leur attention et leur discipline. Traverser la nuit en mer peut être aussi mortel que rester sur l'île. Euryloque demande une seule nuit de repos, avec la promesse de ne toucher à aucun animal. Ulysse cède, mais il impose un serment. Les hommes consommeront uniquement les provisions du navire. Les troupeaux d'Hélio resteront intacts. Au début, cette règle paraît facile à respecter. Ils possèdent encore de la nourriture et peuvent observer les bêtes sans les approcher. Puis les vents se lèvent et les empêchent de repartir. Les jours passent. Les réserves diminuent. Les hommes pêchent, cherchent des oiseaux et tentent de survivre avec ce que l'île leur offre sans enfreindre l'interdit. La tempête persiste. C'est ici que la prophétie devient une épreuve concrète. Respecter les dieux lorsqu'on a le ventre plein ne demande pas la même volonté que leur obéir lorsqu'on meurt de faim. Les bœufs sacrés paissent à quelques pas. Ils sont nombreux, visibles, apparemment sans défense. Les hommes savent qu'ils risquent une punition, mais cette punition reste abstraite. La faim, elle, serre leur corps maintenant. Ulysse s'éloigne pour prier. Épuisé, il s'endort. En son absence, Euryloque convainc les autres de sacrifier les animaux. Son raisonnement transforme la transgression en choix presque rationnel. Selon lui, toutes les morts sont mauvaises, mais mourir lentement de faim est la plus misérable. Mieux vaut manger, reprendre des forces, puis promettre à Hélios un temple somptueux lorsqu'ils seront revenus à Ithaque. Et si le dieu exige malgré tout leur mort, il vaut mieux sombrer rapidement en mer que dépérir sur cette île. Cette parole révèle jusqu'où le désespoir a conduit l'équipage. Les hommes n'espèrent plus réellement sortir indemnes du voyage. Ils négocient entre différentes manières de mourir. Ils choisissent les plus belles bêtes, les abattent et accomplissent un sacrifice avec les moyens dont ils disposent. Mais des signes inquiétants apparaissent. Les peaux semblent ramper. La viande émet des sons autour des broches. La nature elle-même refuse de laisser croire que ces animaux étaient ordinaires. Lorsqu'Ulysse se réveille, l'odeur du repas lui apprend ce qui s'est produit avant même qu'il retrouve les autres. Sa colère ne peut rien réparer. Il avait averti l'équipage, obtenu un serment et tenté de respecter les instructions. Pourtant, il est toujours leur chef. Leur faute devient aussi son échec. Il n'a pas su les conduire au-delà de la faim, pas plus qu'il n'avait su préserver leur confiance devant l'outre d'Éole. Hélios apprend la mort de ses bœufs et réclame justice auprès de Zeus. Il menace de descendre éclairer le royaume des morts si les responsables ne sont pas punis. Zeus promet alors de frapper leurs navires. Pendant plusieurs jours encore, les hommes mangent la viande sacrée. Le mauvais temps les enferme sur l'île, comme si le monde leur accordait le temps de comprendre la gravité de leurs gestes. Puis, le vent change enfin. Ils reprennent la mer. Le ciel s'assombrit rapidement. Zeus rassemble les nuages, la tempête frappe, et un éclair atteint le navire. Le mât se brise. La coque se disloque. Les hommes sont projetés dans les vagues et meurent les uns après les autres. La prophétie de Tirésias est accomplie. Ulysse reste seul. Il rassemble des fragments de bois, attache le mât à la quille et se construit un radeau improvisé au milieu des débris. Il ne possède plus de navire, plus de soldats, plus de provisions et plus d'autorité à exercer. Tout ce qui faisait de lui le commandant revenu de Troie a disparu. Le vent le ramène ensuite vers Charybde. Cette répétition donne au voyage une cruauté presque mécanique. Ulysse a déjà franchi ce détroit au prix de 6 hommes. Il doit maintenant l'affronter sans équipage ni bateau. Lorsque le gouffre aspire son radeau, il s'accroche aux branches d'un figuier suspendu au-dessus des eaux. Il reste là, tenant par la force de ses bras, attendant que Charybde rejette les débris qu'elle a engloutis. Quand le radeau réapparaît, Ulysse se laisse tomber, nage jusqu'à lui et s'éloigne une nouvelle fois. Aucun compagnon ne voit cet exploit. Aucun témoin ne pourra le raconter à Ithaque. L'homme qui avait voulu crier son nom à Polyphème survit désormais dans le silence complet. Sa gloire n'a plus d'utilité. Seul compte le mouvement suivant. Saisir une branche,
attendre, respirer, puis continuer. Après 9 jours de dérive, il atteint l'île d'Ojiji, demeure de Calypso. Le temps change alors de texture. Jusqu'ici, les dangers étaient violents et visibles. Ojiji semble paisible. La végétation est abondante. L'eau claire, la demeure protégée. Calypso accueille Ulysse, le soigne et lui offre une vie qui peut durer indéfiniment. Pendant 7 années, il reste auprès d'elle. Ce séjour pourrait ressembler à une récompense après tout ce qu'il a perdu. Il n'a plus à diriger des hommes qui désobéissent, à interpréter les signes des dieux ou à guetter les tempêtes. Il partage l'existence d'une déesse qui le désire et qui peut lui promettre l'immortalité. Pourtant, le jour, Ulysse s'assoit souvent au bord de la mer et regarde vers un horizon qui ne lui montre jamais Ithaque. Cette image contient l'un des sentiments les plus profonds de l'Odyssée. L'homme a obtenu ce que tant de héros pourraient désirer: la beauté, la sécurité, l'amour d'une immortelle et la possibilité d'échapper à la mort. Mais aucun de ces dons ne remplace le foyer qu'il a choisi. Ojiji n'est pas une prison faite de murs. C'est une prison faite d'une vie parfaite qui ne lui appartient pas. Calypso lui propose d'oublier le vieillissement. Ulysse préfère pourtant retrouver une épouse mortelle, même si les années ont transformé leur visage. Son désir ne repose pas sur une comparaison de beauté ou de pouvoir. Il repose sur une histoire partagée, interrompue mais non effacée. Pendant qu'il demeure immobile, les dieux discutent de son sort. Athéna rappelle que le héros souffre loin de chez lui. Zeus ordonne finalement sa libération. Hermès se rend sur l'île et transmet la décision à Calypso. Elle proteste. Les dieux masculins peuvent aimer des mortels sans être punis, tandis qu'une déesse qui choisit un homme doit renoncer à lui dès que l'Olympe le décide. Sa colère donne à la scène une dimension plus complexe qu'un simple sauvetage. Calypso a retenu Ulysse, mais elle éprouve aussi une véritable injustice. Elle perd celui qu'elle aime au nom de règles établies par d'autres puissances. Elle accepte néanmoins de le laisser partir. Ulysse doit construire son propre radeau. Calypso lui fournit les outils, le bois, les tissus et les provisions nécessaires. Après 7 années de dépendance, le retour recommence par un travail concret. Il coupe les arbres, ajuste les poutres, perce les pièces et assemble une embarcation capable de supporter la haute mer. Quand il quitte Ojiji, la séparation n'a rien d'un triomphe. Calypso l'aide à partir tout en sachant qu'il ne reviendra probablement jamais. Ulysse gagne la liberté, mais il laisse derrière lui une nouvelle personne blessée par son voyage. Pendant 17 jours, la navigation se déroule sans catastrophe. Il aperçoit enfin la terre des Phéaciens. Poséidon, revenant d'un séjour lointain, découvre alors que les autres dieux ont favorisé l'évasion de l'homme qu'il poursuit. La mer se soulève. Poséidon brise l'équilibre du radeau et déclenche une tempête si violente qu'Ulysse regrette presque de ne pas être mort devant Troie. Là-bas, il aurait reçu des funérailles, un tombeau et la reconnaissance de ses compagnons. Mourir seul dans les vagues signifie disparaître sans laisser de corps, sans permettre à sa famille de savoir ce qui lui est arrivé. Une divinité marine, Ino, lui vient en aide. Elle lui remet un voile protecteur et lui conseille d'abandonner le radeau pour nager. Ulysse hésite. Après tant de tromperies et de pièges, même une aide divine peut sembler suspecte. Il reste agrippé au bois jusqu'au moment où la structure se désintègre complètement. Il attache alors le voile autour de lui et se jette dans la mer. Pendant 2 jours et 2 nuits, il lutte contre les vagues. Lorsqu'il approche enfin du rivage, il découvre des rochers contre lesquels l'eau pourrait briser son corps. Il cherche une ouverture, trouve l'embouchure d'une rivière et prie la puissance qui gouverne ce cours d'eau. Le courant se calme suffisamment pour lui permettre d'atteindre la terre. Ulysse rampe hors de l'eau, retire le voile et le renvoie à la mer. Il est nu, couvert de sel, blessé et presque inconscient. Le roi d'Ithaque, vainqueur de Troie et survivant des monstres, doit maintenant se cacher sous des feuilles dans un bois inconnu pour ne pas mourir de froid. Le lendemain, les voix de jeunes femmes le réveillent. Nausicaa, fille du roi des Phéaciens, est venue laver du linge avec ses servantes. Après leur travail, elle joue près du fleuve. Une balle tombe dans l'eau, les jeunes femmes crient, et Ulysse sort de sa cachette. Son apparence provoque la panique. Les servantes s'enfuient.
Nausicaa reste. Ulysse doit décider comment l'approcher. Il pourrait se jeter à ses genoux selon les gestes traditionnels de supplication. Mais il comprend qu'un contact physique effraierait probablement la jeune femme. Il garde ses distances et utilise la parole. Encore une fois, son intelligence ne sert pas à vaincre un ennemi, mais à mesurer la vulnérabilité d'une autre personne. Il complimente Nausicaa sans devenir menaçant, explique son malheur sans révéler immédiatement toute son identité et demande seulement des vêtements, ainsi que l'indication du chemin vers la ville. Nausicaa lui répond avec dignité. Elle rappelle que Zeus distribue aux hommes le bonheur et le malheur, et qu'un étranger dans le besoin mérite d'être aidé. Elle ordonne à ses servantes de revenir, donne à Ulysse de quoi se laver, de quoi manger et des vêtements. Après le bain, Athéna transforme son apparence. Il paraît plus grand, plus impressionnant, et Nausicaa observe cet étranger avec une curiosité nouvelle. Pourtant, elle sait aussi que leur arrivée commune dans la ville provoquerait des rumeurs. Elle lui explique donc comment rejoindre le palais séparément et comment demander l'aide de sa mère, la reine arrêtée. Ulysse pénètre ensuite dans la cité des Phéaciens sous la protection d'une brume envoyée par Athéna. Il atteint le palais, se dirige vers Arrêtée et embrasse ses genoux en suppliant qu'on le ramène chez lui. Le roi Altinous l'accueille selon les lois de l'hospitalité que Polyphème avait rejetées. On lui offre une place, de la nourriture et la promesse d'un passage. Personne ne connaît encore son nom. Pour les Phéaciens, il est simplement un naufragé qui mérite d'être secouru. Le lendemain, des jeux sont organisés. Ulysse refuse d'abord d'y participer. Son corps porte encore l'épuisement de la mer. Un jeune homme interprète ce refus comme un manque de courage et suggère que l'étranger ressemble davantage à un marchand préoccupé par ses profits qu'à un athlète. La blessure touche exactement l'orgueil qu'Ulysse avait dû apprendre à maîtriser. Il saisit un disque et le lance beaucoup plus loin que tous les autres concurrents. Puis, il affirme qu'il pourrait affronter presque n'importe lequel des Phéaciens dans les différentes épreuves. Le vieux feu du héros n'est donc pas éteint. Il a perdu son armée, son navire et presque tous ses biens, mais il tient encore à ce que les autres comprennent sa valeur. La différence est qu'il ne donne pas encore son nom. Il prouve ce qu'il peut faire sans révéler l'identité qui attire la colère de Poséidon. Pendant le banquet, l'Aède Démodocos chante les événements de Troie. Ulysse écoute le récit de la guerre qu'il a lui-même vécue. Personne autour de lui ne sait que l'un des personnages chantés est assis parmi eux. Quand l'Aède évoque les querelles des héros, puis le cheval de bois et la chute de la ville, Ulysse cache son visage et pleure. Ses larmes transforment la gloire en mémoire humaine. Pour les Phéaciens, Troie est déjà une histoire digne d'être racontée. Pour lui, elle contient les voix de compagnons morts, les cris d'une ville détruite et le poids d'une ruse dont les conséquences continuent de le poursuivre. Alcinous remarque sa douleur. Il interrompt le chant et pose enfin la question que le voyage a retardée pendant si longtemps. Quel est le nom de cet homme? Quelle est sa patrie? Et pourquoi les récits de Troie le font-ils pleurer comme s'il avait perdu quelqu'un de proche? Ulysse ne peut plus rester personne. Devant un peuple qui a promis de l'aider, il révèle enfin son identité. Il est Ulysse, fils de Laërte, connu pour ses ruses. Il vient d'Ithaque. Et l'histoire qu'il raconte ensuite, le Cyclope, Éole, Circé, les morts, les sirènes, Scylla, les troupeaux sacrés et Calypso, transforme le naufragé silencieux en l'homme dont l'absence a déjà commencé à devenir une légende. Lorsque Ulysse termine son récit devant les Phéaciens, le palais reste silencieux. Les aventures qui n'étaient jusque-là connues que de lui et de quelques dieux viennent d'être confiées à un peuple étranger. Le naufragé sans nom a retrouvé son identité en racontant tout ce qu'elle lui a coûté. Alcinous tient alors sa promesse. Les Phéaciens chargent leurs navires de présents, installent Ulysse à bord et le ramènent vers Ithaque. Le héros s'endort pendant la traversée. Après des années passées à surveiller les vents, à guetter les rochers et à craindre la désobéissance de ses compagnons, il accomplit enfin la dernière partie du voyage sans rien commander. Les marins le déposent sur le rivage avec les richesses reçues, puis repartent avant son réveil. Lorsqu'Ulysse ouvre les yeux,
il ne reconnaît pas immédiatement son royaume. Athéna a répandu une brume sur le paysage. Les collines, les chemins et les arbres lui semblent étrangers. Après tant d'illusions et de détours, il croit même avoir été trompé une nouvelle fois. Cette confusion donne au retour une tonalité étrange. Ulysse a désiré Ithaque pendant 20 ans. Pourtant, une fois arrivé, il ne peut pas simplement regarder autour de lui et se sentir chez lui. Le temps a modifié son rapport au lieu. La maison rêvée n'est plus seulement un espace réel. Elle est devenue une image intérieure, répétée pendant les tempêtes, probablement plus stable que le véritable rivage. Athéna se présente sous l'apparence d'un jeune berger. Ulysse l'interroge et, avant même de savoir à qui il parle, invente une nouvelle histoire pour expliquer sa présence et les trésors déposés près de lui. Il vient à peine de retrouver sa patrie qu'il recommence à mentir. La déesse sourit. Elle reconnaît chez lui cette capacité à dissimuler la vérité même lorsqu'il ne semble plus y avoir de danger immédiat. Ulysse ne ment pas uniquement par nécessité. Après 20 ans de guerre et d'errance, la prudence est devenue sa manière naturelle d'habiter le monde. Révéler trop vite ce qu'il sait, ce qu'il possède ou ce qu'il désire lui paraît presque impossible. Athéna dissipe la brume et lui montre enfin Ithaque. Ulysse embrasse le sol. Le geste pourrait conclure le voyage, mais la prophétie de Tirésias demeure. Les prétendants occupent toujours le palais. Pénélope est assiégée. Télémaque risque de perdre son héritage, peut-être même sa vie. Le roi est rentré, mais il n'a pas encore repris sa maison. Athéna l'aide à cacher les présents des Phéaciens dans une grotte. Puis elle lui expose la situation. Les prétendants sont nombreux, arrogants et armés. Ils ont consommé ses ressources pendant des années. Certains envisagent désormais de tuer Télémaque afin d'éliminer le dernier obstacle entre eux et le pouvoir. Une attaque directe serait suicidaire. La déesse transforme alors l'apparence d'Ulysse. Sa peau se ride, ses cheveux disparaissent, ses vêtements deviennent des haillons, et son corps semble porter la fatigue d'un mendiant âgé. Personne ne doit reconnaître le roi avant qu'il ait découvert qui lui est resté fidèle. Ce déguisement donne une forme visible à ce que le voyage lui a déjà appris. Pour reconquérir son identité, Ulysse doit d'abord l'effacer. Il avait survécu à Polyphème en devenant personne. Il survivra aux prétendants en entrant dans sa propre maison comme un homme que personne ne juge digne d'attention. Athéna, de son côté, se rend auprès de Télémaque. Le jeune homme avait quitté Ithaque pour rechercher des nouvelles de son père. Guidé par la déesse, il avait rencontré Nestor puis Ménélas, 2 anciens combattants de Troie. Ce voyage ne lui avait pas apporté une réponse définitive, mais il l'avait obligé à sortir du rôle de fils impuissant. Télémaque avait parlé devant des rois, entendu les récits de la guerre et compris que les retours des Grecs avaient été marqués par les morts, les trahisons et les tempêtes. Ménélas lui avait finalement transmis une information recueillie auprès du vieux dieu marin Protée. Ulysse était vivant, retenu sur l'île de Calypso. Cette nouvelle avait ravivé l'espoir, mais aussi le danger. Les prétendants avaient appris le départ de Télémaque et préparé une embuscade pour son retour. Ils ne considéraient plus le jeune prince comme un enfant que l'on pouvait humilier librement. Son initiative prouvait qu'il commençait à agir. Athéna lui ordonne maintenant de rentrer rapidement, tout en évitant le piège. Télémaque débarque à l'écart du port principal et se dirige vers la demeure d'Eumée, le porcher fidèle d'Ulysse. C'est également là que le roi déguisé s'est réfugié. Eumée représente une autre forme de noblesse. Il ne possède ni palais ni armée. Il vit parmi les animaux et ignore que son maître est assis devant lui. Pourtant, il accueille le vieil étranger, partage sa nourriture et lui offre un abri. Les prétendants, qui se présentent comme les futurs dirigeants d'Ithaque, violant quotidiennement les lois de l'hospitalité dans le palais. Eumée, lui, les respecte dans une cabane modeste. Il parle d'Ulysse avec affection, mais refuse de croire les voyageurs qui prétendent posséder des informations sur son retour. Trop d'hommes ont déjà utilisé l'espoir de Pénélope pour obtenir un repas ou une récompense. Le faux mendiant affirme malgré tout que le roi reviendra bientôt. Eumée n'est pas convaincu. Ulysse entend alors comment sa disparition a été vécue par ceux qui lui sont restés fidèles. Le porcher ne raconte pas la légende du cheval de Troie.
Il parle d'un maître juste, d'une maison envahie et d'un royaume qui se décompose. Pour la première fois depuis longtemps, Ulysse peut écouter l'image que les autres conservent de lui, sans être obligé de la défendre. Télémaque arrive peu après. Eumée l'accueille comme un père accueillerait son fils. Ulysse observe le jeune homme entrer dans la cabane. Le nourrisson qu'il avait laissé à Ithaque a disparu. Devant lui se tient un adulte, assez courageux pour voyager à la recherche d'un homme dont il ne possède presque aucun souvenir. Le roi ne peut pas encore révéler qui il est. Il reste assis dans ses haillons pendant qu'Eumée présente l'étranger. Télémaque lui offre sa protection, tout en reconnaissant qu'il ne peut pas l'accueillir au palais sans l'exposer aux violences des prétendants. Cette réponse montre déjà sa différence avec ses hommes. Télémaque n'a pas les moyens d'aider pleinement le mendiant, mais il ne transforme pas son impuissance en mépris. Eumée part ensuite prévenir Pénélope du retour de son fils. Athéna rend momentanément à Ulysse son apparence véritable. Télémaque recule. Il croit voir un dieu. L'homme devant lui ne ressemble plus au vieux voyageur entré dans la cabane. Ulysse doit lui expliquer qu'il n'est pas une divinité, mais son père enfin revenu. La reconnaissance ne peut pourtant pas être immédiate. Télémaque a grandi au milieu des histoires, des faux témoignages et des rumeurs. Son père existe pour lui comme une figure presque mythique. Voir soudain un inconnu revendiquer ce rôle paraît plus difficile à accepter que l'absence elle-même. Ulysse insiste. Athéna a changé son apparence. Les vêtements, la peau et le visage peuvent être transformés, mais il est bien celui qui a souffert pendant toutes ces années avant de retrouver Ithaque. Télémaque finit par le croire. Le père et le fils s'embrassent et pleurent. Ce moment ne répare pas les 20 années perdues. Ulysse n'a pas vu les premiers pas de son enfant, n'a pas entendu sa voix changer et ne l'a pas guidé vers l'âge adulte. Télémaque, lui, n'a jamais connu la présence quotidienne de celui dont il porte l'héritage. Il se retrouve avec l'intimité de deux membres d'une même famille et l'étrangeté de deux hommes qui doivent encore apprendre à se connaître. Très vite, l'émotion laisse place à la stratégie. Ulysse demande combien de prétendants se trouvent au palais. Télémaque lui donne les noms des groupes venus des différentes îles et lui fait comprendre qu'ils sont beaucoup trop nombreux pour être affrontés ouvertement. Même avec Eumée et quelques serviteurs fidèles, leur chance semble presque inexistante. Ulysse ne raisonne pourtant plus comme le commandant d'une armée. Il ne cherche pas à égaler le nombre de ses adversaires. Il veut contrôler le lieu, l'information et le moment de l'attaque. Télémaque devra rentrer au palais, supporter les humiliations et ne révéler à personne le retour de son père, pas même à Pénélope. Cette exigence est douloureuse. Après avoir attendu Ulysse pendant si longtemps, sa femme restera encore dans l'ignorance alors qu'il se trouve à quelques pas d'elle. Mais le moindre signe pourrait alerter les prétendants. Une réaction trop vive, un regard mal dissimulé ou une confidence entendue par un serviteur infidèle suffirait à détruire le plan. Télémaque devra aussi retirer les armes suspendues dans la grande salle. Il expliquera qu'il veut les protéger de la fumée ou empêcher qu'une querelle éclate pendant les banquets. En réalité, il privera les prétendants de l'équipement nécessaire pour résister lorsque le piège se refermera. Ulysse conservera seulement quelques armes pour lui-même et ses alliés. Cette préparation rappelle le cheval de Troie. Une fois encore, il ne peut pas vaincre par une attaque frontale. Il doit entrer au cœur du territoire occupé sous une apparence trompeuse, attendre que l'ennemi se sente en sécurité, puis frapper depuis l'intérieur. Mais la différence morale est considérable. Troie était une ville étrangère assiégée après des années de guerre. Ithaque est sa propre maison. Les hommes qu'il va juger ont mangé à sa table, insulté son fils et tenté de forcer sa femme à remplacer un époux dont la mort n'a jamais été prouvée. Le champ de bataille sera le lieu où sa famille aurait dû vivre en paix. Télémaque retourne donc au palais. Il retrouve Pénélope, qui le serre dans ses bras après avoir craint son assassinat. Elle veut savoir ce qu'il a appris. Télémaque lui transmet une partie des nouvelles, mais respecte le secret concernant le retour de son père. Les prétendants, eux, sont furieux. Leur embuscade a échoué. Antinoos propose alors une solution plus directe. Tuer Télémaque avant qu'il puisse rassembler des soutiens et revendiquer pleinement son autorité. Pénélope apprend le complot et confronte les hommes.
Antinous prétend qu'aucun danger ne menace son fils, mais ses paroles ne peuvent masquer la tension. La patience de Pénélope ne signifie pas qu'elle ignore ce qui se passe. Pendant des années, elle a observé les alliances, les mensonges et les ambitions de ceux qui occupent sa demeure. Le lendemain, Eumée conduit Ulysse vers la ville. Sur le chemin, il rencontre Mélantios, un chevrier qui a trahi la maison royale et soutient les prétendants. Il insulte le mendiant, le frappe et se moque d'Eumée pour avoir choisi un compagnon aussi misérable. Ulysse ne répond pas. Le guerrier qui avait défié Polyphème doit maintenant accepter d'être humilié par un serviteur de son propre domaine. Chaque injure devient une épreuve de contrôle. S'il réagit avec la force dont il est capable, son identité sera révélée avant que le plan ne soit prêt. Puis il atteint le palais. Près de l'entrée repose un vieux chien couvert de tiques, abandonné sur un tas de fumier. Il s'appelle Argos. Autrefois rapide et puissant, il accompagnait les chasseurs avant le départ d'Ulysse pour Troie. Personne ne prend plus soin de lui depuis que le maître a disparu. Lorsque le mendiant approche, Argos lève la tête. Le chien reconnaît son maître malgré les haillons, le vieillissement et la magie d'Athéna. Ses oreilles bougent, sa queue remue faiblement. Ulysse détourne le visage pour cacher une larme, car il ne peut pas s'arrêter ni appeler l'animal par son nom. Argos meurt quelques instants plus tard. Il a attendu 20 ans pour voir Ulysse revenir, puis son corps cède dès que cette attente est accomplie. La reconnaissance la plus immédiate du héros ne vient ni de son épouse, ni de son fils, ni de ses serviteurs. Elle vient d'un animal trop faible pour se lever. Ce bref moment montre tout ce que l'absence a détruit silencieusement. Les prétendants ont consommé les richesses du palais, mais la dégradation ne se mesure pas seulement en nourriture ou en bétail. Elle apparaît dans un chien autrefois admiré, laissé sans soin à l'entrée de la maison où il avait été élevé. Ulysse franchit enfin le seuil. La grande salle est remplie d'hommes qui mangent sa viande, boivent son vin et rivalisent pour obtenir Pénélope. Le propriétaire légitime se tient devant eux sous l'apparence d'un mendiant. Ils passent de l'un à l'autre pour demander de la nourriture, non parce qu'il a besoin de leur reste, mais pour observer leur comportement. Certains lui donnent quelque chose. D'autres le traitent comme un intrus. Antinos, le plus agressif, lui lance un tabouret et le frappe à l'épaule. Ulysse encaisse le coup sans tomber. Il maudit intérieurement l'homme, mais ne révèle rien. Télémaque voit la violence et doit lui aussi retenir sa colère. Père et fils partagent désormais le même silence. Ils sont entourés par leurs ennemis, capables de réagir, mais obligés d'attendre. Pénélope apprend qu'un étranger récemment arrivé prétend posséder des informations sur Ulysse. Elle demande à lui parler. Le mendiant repousse d'abord la rencontre jusqu'au soir, lorsque les prétendants seront moins attentifs. Quand ils se retrouvent enfin, Ulysse est assis devant la femme qu'il a traversé la mer pour rejoindre. Pénélope ne le reconnaît pas. Elle lui raconte la pression des prétendants, la ruse du tissu défait pendant la nuit et le moment où les servantes ont trahi son secret. Ulysse écoute l'histoire qu'il connaissait seulement par les prophéties et les récits des autres. Il voit devant lui le prix exact de son absence. Il invente encore une identité et affirme avoir autrefois accueilli Ulysse. Sa description des vêtements que portait le roi est si précise que Pénélope se met à pleurer. Pourtant, elle ne se laisse pas emporter par l'espoir. Trop d'étrangers ont déjà raconté des mensonges. Le mendiant lui assure qu'Ulysse est proche et qu'il reviendra bientôt. Pénélope ordonne alors à une vieille servante, Euryclée, de laver les pieds du visiteur. La femme a autrefois pris soin d'Ulysse lorsqu'il était enfant. En touchant sa jambe, elle sent une cicatrice laissée par une chasse au sanglier. Elle le reconnaît. Ulysse saisit doucement sa gorge avant qu'elle puisse crier, et lui ordonne de garder le silence. Une nouvelle personne connaît maintenant la vérité, mais Pénélope, assise à proximité, ne comprend pas ce qui vient de se produire. Elle expose ensuite le choix qu'elle a décidé d'imposer aux prétendants. Elle apportera l'arc d'Ulysse. L'homme capable de le tendre et de faire passer une flèche à travers une rangée de 12 haches deviendra son époux. Ce concours semble offrir aux prétendants la victoire qu'ils réclament depuis des années. En réalité, Pénélope vient de faire entrer dans la grande salle
l'arme que personne, hormis Ulysse, ne sait véritablement maîtriser. Le roi n'a plus besoin de révéler son identité par un discours. Son arc pourra parler à sa place. L'arc est apporté dans la salle avec le carquois, rempli de flèches. Pénélope le tient devant les prétendants comme un objet venu d'un autre temps. Il appartenait à Ulysse avant Troie, avant les tempêtes, avant que cette maison ne devienne le terrain de leur banquet. Le concours paraît simple à décrire. Tendre l'arme, placer une flèche sur la corde et atteindre la cible à travers les 12 haches alignées. Mais l'arc n'est pas une arme ordinaire. Il est aussi un morceau de l'identité du roi. Télémaque installe les haches et annonce qu'il veut tenter l'épreuve en premier. Son geste surprend. Pénélope avait destiné le concours à ceux qui prétendent l'épouser, pourtant son fils veut mesurer sa propre force à celle du père absent. Il saisit l'arc, le pose, tire sur la corde et échoue. Il recommence. À la 3e tentative, quelque chose change. Télémaque paraît sur le point de réussir. Ulysse, toujours déguisé, lui adresse discrètement un signe. Le jeune homme s'arrête et prétend manquer de force. Ce détail révèle l'étape franchie depuis leur retrouvaille. Télémaque pourrait peut-être tendre l'arc, mais le moment n'est pas encore le sien. L'arme doit d'abord révéler le père. Le fils accepte donc de renoncer à une démonstration personnelle pour préserver le plan commun. Les prétendants essaient ensuite les uns après les autres. Ils chauffent l'arc, l'enduisent de graisse et cherchent différentes positions pour assouplir sa résistance. Leurs corps sont jeunes, nourris depuis des années par les réserves d'Ulysse. Ils se considèrent comme les hommes les plus puissants d'Ithaque. Pourtant, aucun ne parvient à tendre complètement l'arme du roi dont ils ont déjà partagé les biens. Cette incapacité expose la faiblesse cachée sous leur arrogance. Ils savent occuper une maison, intimider une femme isolée et menacer un jeune héritier. Ils ne savent pas porter ce qui donnait à Ulysse son autorité. Ils veulent posséder son royaume sans pouvoir reproduire le geste qui l'incarnait. Antinous propose de reporter le concours au lendemain. Il invoque une fête consacrée à Apollon et suggère que les hommes accomplissent des sacrifices avant de recommencer. La décision lui permettrait de retarder l'humiliation collective et peut-être d'imaginer une autre méthode. C'est alors que le mendiant demande la permission d'essayer. La réaction est immédiate. Les prétendants éclatent de rire, puis la moquerie laisse place à l'inquiétude. Ils craignent moins qu'un vieil homme gagne réellement le concours que le spectacle de leur propre infériorité. Si cet étranger affaibli réussissait là où ils ont tous échoué, leur prétention au pouvoir deviendrait ridicule devant toute la maison. Antinous l'insulte et lui ordonne de rester à sa place. Pénélope répond que l'étranger ne cherche probablement pas à l'épouser. Elle veut seulement savoir s'il peut manipuler l'arme de l'homme qu'il affirme avoir connu. Télémaque intervient à son tour. Pour la première fois, il donne un ordre ferme à sa mère devant les prétendants. Il lui demande de retourner dans ses appartements et déclare que la décision concernant l'arc appartient désormais aux hommes de la maison. La phrase pourrait sembler dure, mais elle protège Pénélope. Télémaque sait ce qui va suivre. Il l'éloigne de la salle avant que la violence n'éclate. Athéna l'endort ensuite, selon le récit homérique, afin qu'elle ne soit pas témoin du jugement préparé en son nom. Pendant ce temps, Ulysse a discrètement révélé son identité à Eumée et à Philoétios, le bouvier resté fidèle. Il leur a montré sa cicatrice, preuve impossible à contester, puis leur a confié 2 missions. Eumée devra apporter l'arc malgré les protestations. Philoétios fermera les portes de la cour et attachera solidement les accès. Les prétendants croient encore pouvoir quitter la salle à leur guise. Ils ignorent que le palais est en train de devenir un espace fermé, semblable à la grotte de Polyphème, mais avec une inversion décisive. Cette fois, Ulysse n'est pas le prisonnier. Il contrôle la sortie. Eumée remet l'arc au mendiant. Ulysse l'examine. Il observe le bois, la corde et les attaches comme un musicien retrouverait un instrument qu'il connaît depuis toujours. Il vérifie qu'aucune pièce n'a été détériorée pendant son absence. Les prétendants rient encore, mais certains remarquent la familiarité de ses gestes. Sans lutte apparente, Ulysse tend la corde. Le son produit est clair et précis. Il place une flèche, vise l'alignement des haches et tire.
le projectile traverse les 12 ouvertures sans toucher le métal. Le concours est terminé. Télémaque se lève, prend sa lance et rejoint son père. Ulysse retire ses haillons, saute sur le seuil de la grande salle avec l'arc en main et vide les flèches du carquois à ses pieds. Il annonce alors qui il est. Les prétendants restent immobiles. Pendant un instant, ils ne comprennent pas. L'homme qu'ils ont insulté, frappé et traité comme un parasite, se tient devant eux dans la posture du roi qu'ils avaient déclaré mort. Ils cherchent des armes au mur, mais Télémaque les a retirées. La première flèche vise Antinoos. Il est encore penché sur une coupe lorsqu'elle le frappe. Il meurt avant de pouvoir saisir une épée ou comprendre pleinement que le jugement a commencé. Les autres croient d'abord à une erreur. Ils menacent le mendiant et lui promettent la mort pour avoir tué l'un des hommes les plus importants de leur groupe. Ulysse leur révèle alors qu'il n'existe aucun malentendu. Il leur reproche d'avoir consommé ses biens, maltraité ses serviteurs, poursuivi sa femme et comploté contre son fils. Ils ont agi ainsi parce qu'ils étaient convaincus qu'il ne reviendrait jamais. Maintenant, il est là. Eurymaque tente de négocier. Il rejette toute la faute sur Antinous et promet que les survivants rembourseront largement les richesses dépensées. Chaque prétendant apportera du bétail, du métal et des cadeaux, jusqu'à ce qu'Ulysse soit satisfait. Mais l'argent ne peut pas rendre les années prises à Pénélope. Il ne peut pas effacer le complot contre Télémaque, les humiliations infligées aux fidèles, ni l'effondrement de l'ordre dans le palais. Ulysse refuse. Eurymaque comprend que la parole ne les sauvera pas. Il appelle les autres à attaquer tous ensemble, renverse une table pour s'en servir de protection et se précipite vers le roi. Une flèche l'arrête. Le combat s'étend alors à toute la salle. Ulysse tire, tandis que Télémaque, Eumée et Philoétios le protègent avec leurs lances. Les prétendants se cachent derrière les meubles, cherchent des issues et utilisent tout ce qu'ils trouvent comme bouclier. Mélantios découvre cependant un passage menant à la réserve d'armes. Il réussit à apporter des casques, des lances et des boucliers aux hommes enfermés. Lorsqu'Ulysse les voit s'équiper, il comprend qu'un accès a été oublié. Télémaque reconnaît son erreur. En prenant les armes nécessaires pour son père et ses alliés, il n'a pas refermé correctement la porte de la réserve. Ulysse ne perd pas de temps à l'accabler. Dans une bataille, la faute doit être corrigée avant d'être jugée. Eumée et Philoétios suivent Mélantios, le capturent et l'immobilisent afin qu'il ne puisse plus ravitailler les prétendants. Athéna apparaît ensuite sous les traits de Mentor. Ulysse croit d'abord que son allié divine vient mettre immédiatement fin au combat. Mais la déesse veut éprouver le courage du père et du fils. Elle ne leur offre pas une victoire sans effort. Les lances des prétendants sont lancées en même temps. Athéna détourne leur trajectoire. Certaines frappent un mur, d'autres une porte. Ulysse et ses compagnons répondent avec précision. La scène devient moins un duel qu'un effondrement progressif du groupe qui avait dominé Ithaque par le nombre. Tant que le roi semblait absent, les prétendants se renforçaient mutuellement. Face à son retour, leur unité disparaît. Les négociations, les accusations et les tentatives de fuite remplacent leur ancienne assurance. L'un d'eux, Amphinomos, avait pourtant manifesté davantage de retenue que les autres. Il avait déconseillé l'assassinat de Télémaque et insisté pour consulter les signes des dieux. Mais il était resté dans le palais, avait continué à participer au festin et à rechercher la main de Pénélope. Télémaque l'affronte et le tue. Son sort rend le jugement inconfortable. Tous les prétendants ne possédaient pas la même cruauté, mais tous ont accepté de bénéficier de l'occupation. Dans la logique de l'épopée, le refus de quitter une injustice finit par lier chacun à ses conséquences. Lorsque les dernières résistances cessent, deux hommes demandent grâce. Le premier est Phémios, l'aide contraint de chanter pendant les banquets. Télémaque confirme qu'il ne servait pas volontairement les prétendants. Ulysse l'épargne. Le second est Médon, le héros qui avait protégé Télémaque et n'avait pas participé au complot. Lui aussi est sauvé. Ces exceptions sont essentielles. Ulysse ne frappe pas indistinctement tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Il cherche encore à distinguer la complicité de la contrainte, la fidélité de l'opportunisme. Le massacre reste violent.
mais il est présenté comme un jugement dirigé contre ceux qui ont choisi d'abuser de son absence. Euryclée est appelée dans la salle. Lorsqu'elle voit Ulysse debout parmi les corps de ses ennemis, elle veut pousser un cri de triomphe. Il l'arrête. Se réjouir devant les morts serait une faute. Même lorsqu'ils ont mérité leur punition, la mort ne doit pas devenir un spectacle de plaisir. Le roi demande ensuite à la vieille servante d'identifier celles et ceux qui sont restés fidèles. Le retour exige désormais davantage que la victoire militaire. Il faut reconstruire la maison, rétablir les responsabilités et affronter les trahisons qui se sont développées à l'intérieur même du foyer. La grande salle est nettoyée. Le feu et le soufre servent à purifier l'espace. Pourtant, aucune fumée ne peut effacer immédiatement ce qui vient de se produire. Le lieu où Pénélope attendait, où Télémaque grandissait, et où les étrangers auraient dû recevoir l'hospitalité, a été transformé en champ de bataille. Ulysse demande enfin qu'on réveille Pénélope. Euryclée monte vers ses appartements et annonce la nouvelle qu'elle avait rêvé de transmettre pendant tant d'années. Son époux est revenu. Le mendiant était Ulysse. Les prétendants sont morts. Pénélope refuse d'abord de la croire. Son hésitation n'exprime pas un manque d'amour. Elle prouve qu'elle a appris la même prudence que son mari. Pendant 20 ans, elle a vécu parmi les rumeurs, les faux témoignages et les voyageurs prêts à exploiter son espoir. Une nouvelle extraordinaire ne devient pas vraie simplement parce qu'elle est désirée. Elle descend néanmoins dans la salle. Ulysse l'attend. Il a retrouvé son apparence, se lavé son corps et changé de vêtements. Athéna lui rend une stature éclatante. Télémaque s'étonne alors de la froideur apparente de sa mère. Pourquoi ne court-elle pas vers son père ? Pourquoi ne l'embrasse-t-elle pas après une absence aussi longue ? Pénélope répond qu'elle a besoin d'une preuve. Il existe entre elle et Ulysse des signes que personne d'autre ne connaît. Si cet homme est véritablement son époux, il saura les reconnaître. Elle ordonne donc à Euryclée de préparer pour lui le lit conjugal et de le déplacer hors de leur chambre. À ces mots, Ulysse se met en colère. Ce lit ne peut pas être déplacé. Il l'a construit lui-même autour du tronc vivant d'un olivier enraciné dans le sol. Il a taillé l'arbre, façonné la structure, élevé la chambre autour de lui et décoré le meuble de matériaux précieux. Pour sortir le lit, il faudrait couper le tronc et détruire ce qui le relie à la terre. En révélant ce secret, Ulysse comprend le piège de Pénélope. Elle n'a jamais réellement fait déplacer le lit. Elle voulait savoir si l'homme devant elle connaissait la construction cachée au cœur de leur union. Et cette fois, aucune cicatrice, aucun arc, aucune intervention divine n'est nécessaire. Le roi est reconnu par le souvenir d'une chose qu'il a bâtie avec ses propres mains, bien avant que la guerre ne l'emporte loin d'Ithaque. Pénélope abandonne enfin toute résistance. Elle court vers Ulysse, l'entoure de ses bras et pleure contre lui. Pendant 20 ans, elle a protégé son souvenir, sans jamais pouvoir savoir avec certitude s'il était encore vivant. Elle a résisté aux prétendants, retardé leurs projets, observé son fils grandir sous la menace et supporté les récits contradictoires apportés par les voyageurs. Maintenant, l'homme qu'elle attendait se tient devant elle, mais il revient chargé d'années qu'elle n'a pas vécues à ses côtés. Leur étreinte n'efface donc pas l'absence. Elle lui donne enfin une forme. Ulysse raconte une partie de ses souffrances. Pénélope partage ce qu'elle a subi dans le palais. Il ne retrouve pas exactement la vie interrompue avant Troie. Il commence à construire une relation entre deux personnes transformées par des épreuves différentes. L'image du lit enraciné dans l'olivier prend alors tout son sens. Pendant que les navires dérivaient, que les royaumes tombaient et que les dieux modifiaient la route d'Ulysse, quelque chose est demeuré, attaché à la terre d'Ithaque. Le lit ne pouvait pas être déplacé sans être détruit. Leur union a elle aussi été menacée, occupée par l'absence et entourée de mensonges, mais son centre n'a pas été arraché. Athéna prolonge la nuit afin de donner aux époux davantage de temps. Ce geste divin ne récupère pas 20 années, mais il suspend momentanément le monde extérieur. Pour quelques heures, Ulysse n'est plus un roi obligé de punir, un marin poursuivi ou un guerrier revenu de Troie. Il est un homme assis auprès de sa femme, racontant comment il a essayé de revenir jusqu'à elle. Pourtant,
le palais n'est pas encore en sécurité. Les familles des prétendants apprendront bientôt la mort de leur fils. Les corps ne peuvent pas disparaître sans provoquer une réaction. Ulysse comprend que la reconquête de sa maison risque de déclencher une nouvelle guerre civile. Avant cette confrontation, il part retrouver son père Laërte. Le vieil homme vit loin du palais, dans la pauvreté volontaire et le deuil. Il travaille la terre avec des vêtements usés, comme si le royaume avait perdu toute importance après la disparition de son fils. Ulysse le voit courbé par l'âge et la tristesse, mais il ne révèle pas immédiatement son identité. Il invente encore une histoire. Cette nouvelle épreuve imposée à Laërte peut sembler cruelle. Ulysse affirme avoir autrefois accueilli son fils et prétend ne plus savoir ce qu'il est devenu. Le vieil homme se couvre de poussière en apprenant que l'étranger ne possède aucune nouvelle récente. Ulysse ne supporte pas longtemps cette douleur. Il embrasse son père, lui dit qu'il est revenu et lui montre la cicatrice reconnue par Euryclée. Mais Laërte a besoin d'une preuve plus intime. Ulysse lui rappelle alors les arbres que son père lui avait offerts lorsqu'il était enfant. Les poiriers, les pommiers, les figuiers et les rangées de vignes. Ce souvenir appartient à un monde antérieur à la guerre, lorsque l'avenir se comptait en arbres et non en bataille. Laërte reconnaît son fils. Le retour d'Ulysse se complète ainsi par plusieurs formes de reconnaissance. Argos l'identifie par l'instinct. Euryclée reconnaît sa cicatrice. Télémaque reçoit l'explication d'Athéna. Pénélope utilise le secret du lit. Laërte retrouve la mémoire d'un jardin partagé. Aucune preuve ne fonctionne de la même manière, car chaque relation connaît une version différente d'Ulysse. Pendant ce temps, la nouvelle du massacre se répand dans Ithaque. Les proches des prétendants se réunissent. Certains rappellent que ces jeunes hommes avaient commis des fautes graves. D'autres réclament vengeance contre celui qui les a tués. Eupythès, père d'Antinos, prend la tête du groupe. Pour lui, la mort de son fils ne peut pas être réduite à une punition méritée. La douleur familiale transforme immédiatement le jugement d'Ulysse en nouvelle cause de violence. Les hommes marchent vers la propriété de Laërte. Ulysse, Télémaque, Eumée et leurs alliés se préparent à combattre. Laërte lui-même retrouve assez de force pour porter les armes. 3 générations d'une même famille se tiennent ensemble. Le père vieillissant, le fils revenu et le petit-fils devenu adulte pendant l'absence. La confrontation commence. Athéna intervient une dernière fois, cette fois avec l'autorité nécessaire pour arrêter la spirale. Zeus manifeste sa volonté et la déesse ordonne aux 2 camps de déposer les armes. La paix ne vient donc pas d'une victoire totale d'Ulysse. Elle exige une limite imposée à son désir de poursuivre les ennemis. Après Troie, les Cyclopes, les géants et les prétendants, le héros doit enfin apprendre à cesser de combattre. C'est peut-être l'ultime leçon de son voyage. Ulysse a longtemps cru que chaque problème possédait une solution fondée sur la ruse, la résistance ou la force. Pourtant, rentrer chez lui ne suffit pas à restaurer l'ordre. S'il transforme chaque perte en dette sanglante, Ithaque deviendra une nouvelle Troie, condamnée à reproduire indéfiniment les mêmes destructions. La paix exige qu'un dernier coup ne soit pas porté. Le poème s'achève sur cette suspension. Ulysse a retrouvé son épouse, son fils, son père et son royaume. Mais Tirésias avait annoncé qu'un autre voyage l'attendrait. Un jour, il devrait reprendre une rame et marcher loin de la mer pour apaiser Poséidon. Le retour n'est donc jamais complètement fermé. Cette ouverture explique pourquoi l'Odyssée continue de nourrir les adaptations. Son héros triomphe, mais ne devient pas innocent. Il sauve ses compagnons à plusieurs reprises, puis prend des décisions qui aggravent leur sort. Il désire sincèrement rentrer, tout en s'arrêtant pendant des années. Il comprend les faiblesses des autres, mais découvre difficilement les siennes. Christopher Nolan dispose ainsi d'un personnage parfaitement adapté à son cinéma. Un homme brillant, dont l'intelligence produit autant de solutions que de conséquences, un époux qui traverse le temps en essayant de revenir vers une relation ancienne, et un chef obligé de vivre avec le prix payé par ceux qui l'ont suivi. Le spectacle annoncé est immense. Les images officielles montrent la guerre de Troie, le cheval de bois, des armées, des navires et des paysages traversés par une échelle
rarement associé au péplum contemporain. Le tournage intégral en IMAX suggère que la mer, les temples et les créatures seront conçus pour dépasser la simple illustration. Mais la grandeur visuelle ne suffira pas à faire vivre l'Odyssée. Le film devra préserver le paradoxe central du récit. Plus le monde devient vaste, plus le désir d'Ulysse se concentre sur un lieu minuscule. Il traverse des royaumes, rencontre des déesses, entend les morts et affronte des forces capables de détruire des flottes entières. Pourtant, ce qu'il cherche demeure une île, une chambre construite autour d'un arbre et une femme capable de reconnaître la vérité derrière son apparence. Le casting renforce cette promesse. Matt Damon porte l'expérience d'un personnage à la fois physique, intelligent et usé par la durée. Anne Hathaway peut donner à Pénélope autre chose qu'une attente silencieuse. La maîtrise, la méfiance et la douleur d'une souveraine qui maintient seule l'équilibre d'une maison menacée. Tom Holland, en Télémaque, représente la génération née dans l'ombre d'une légende et obligée de grandir avant le retour de celui qu'elle attend. Autour d'eux, la distribution annoncée rassemble notamment Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Mia Goth, Benny Safdie et Charlize Theron. Tous les rôles n'ont pas été détaillés officiellement, ce qui laisse encore ouverte une partie de la manière dont Nolan recomposera le récit homérique. C'est là que réside la plus grande inconnue du film de 2026. Nolan suivra-t-il la structure fragmentée du poème, en révélant les aventures comme des souvenirs racontés chez les Phéaciens? Fera-t-il commencer l'histoire avec Télémaque et Pénélope, afin que le public ressente l'absence avant de découvrir le voyage? Les dieux apparaîtront-ils comme des êtres physiques, comme des forces presque invisibles, ou comme une présence ambiguë au bord du réel? Ces questions ne peuvent pas encore recevoir de réponse définitive. Mais l'Odyssée possède déjà la structure capable de réunir les obsessions du réalisateur. Le temps qui sépare les êtres, la mémoire qui reconstruit les événements, l'identité cachée, les récits racontés depuis plusieurs points de vue, et les décisions dont les conséquences survivent longtemps à ceux qui les ont prises. Au terme de cette histoire, Ulysse n'est pas sauvé parce qu'il est le plus fort. Il survit parce qu'il apprend, trop lentement et au prix de presque tout. Quand parler, quand mentir, quand résister, quand se cacher et quand déposer les armes. Il quitte Troie certain que son nom doit être entendu. Il revient à Ithaque sous les traits d'un homme que personne ne regarde. Entre les deux, il perd sa flotte, ses compagnons, sa mère, des années auprès de son fils, et une partie de l'assurance avec laquelle il avait pris la mer. Ce qui atteint finalement le palais n'est donc pas le héros intact des champs de guerre. C'est un survivant qui doit prouver son identité aux personnes qui l'aimaient, avant de pouvoir habiter de nouveau sa propre vie. Voilà pourquoi le retour d'Ulysse continue de nous toucher. Il promet l'aventure, les monstres et la grandeur des mythes, mais il repose sur une peur profondément ordinaire. Revenir après une longue absence et découvrir que le monde a continué sans nous. The Odyssey devra transformer cette peur en spectacle, sans la perdre derrière le spectacle. Si le film réussit, le moment le plus puissant ne sera peut-être ni la chute de Troie, ni le Cyclope, ni la fureur de la mer. Ce sera peut-être un homme expliquant pourquoi un lit ne peut pas être déplacé, pendant qu'une femme comprend enfin que celui qu'elle attendait est réellement revenu.